Et là où en fait Atatürk étatise l'islam, Erdogan, lui, va réislamiser la société. Chez Atatürk, qu'est-ce que ça signifie la laïcité? Ça signifie que dès lors qu'il n'y aura plus que des Turcs sunnites en Turquie, la Turquie sera laïque parce qu'il n'y aura plus personne d'autre. Il y a tout juste 100 ans, le 29 octobre 1923, Mustafa Kemal Atatürk proclamait la République de Turquie. Alors qu'Atatürk, le laïc, voulait européaniser son pays, que reste-t-il de son héritage dans la Turquie de l'actuel président Recep Tayyip Erdogan? Ce qui provoque, je dirais, l'adoption de Mustafa Kemal par l'opinion européenne, c'est qu'il est à la tête du seul pays musulman d'importance qui a choisi de s'européaniser sans être passé par la case de la colonisation. Il change tout, le calendrier, l'alphabet, la manière de se vêtir, le mariage, la famille, l'éducation. On est berné en quelque sorte par cette occidentalisation parce que Atatürk prend toute l'Europe, surtout les attributs supposés de la puissance, mais il ne prend pas la démocratie. Mais en revanche, il correspond tout à fait à la représentation globale de son époque. C'est un nationaliste dans un monde de nationalisme. Alors que Erdogan, qui vient après lui, correspond aussi à son monde, qui est marqué par le retour du religieux. Quand on regarde de près, en fait, tous les deux ont les mêmes techniques de pouvoir. S'appuyer par exemple sur les confréries pour arriver au sommet et s'en débarrasser au passage. Utiliser les femmes. Alors évidemment, dans le cas d'Atatürk, ça ne nous plaît plus, elles sont sans voile. Pourquoi Atatürk veut les utiliser? Parce que elles sont le relais dans le foyer de la nouvelle doctrine. Ce sont des vecteurs de pouvoir. Dans le cas d'Erdogan, elles sont voilées. Pareil, c'est l'idéologie qui change. Mais, en quelque sorte, la structuration de la volonté de puissance reste tout à fait la même. C'est une immense fabrique, en fait, nationalo-religieuse, turco-islamiste. Chez Atatürk, qu'est-ce que ça signifie, la laïcité? Ça signifie que, dès lors qu'il n'y aura plus que des Turcs sunnites en Turquie, la Turquie sera laïque parce qu'il n'y aura plus personne d'autre. Et là où, en fait, Atatürk étatise l'islam, Erdogan, lui, va réislamiser la société. C'est pas le taux de pratique qui compte, c'est la manière, en fait, dont la religion peut redynamiser la fierté nationale. Dans le conflit Hamas-Israël, Erdogan a qualifié le Hamas de groupe de libérateurs et de moudjahidines qui protègent leurs terres. Comment analysez-vous cette déclaration à l'orée du centenaire de la Turquie? Erdogan a plusieurs théories géopolitiques et plusieurs projets. Il y a un projet néo-ottoman. Partout où les Ottomans ont été, ça devrait revenir à la Turquie. Il y a un projet pan-turc, atteindre l'Asie centrale. Mais parmi ces théories géostratégiques figure aussi le fait qu'il est un frère musulman et se veut le leader de l'international des frères musulmans. C'est lui qui, à la suite du discours du président de la République sur Samuel Paty, a agité toute l'international des frères musulmans, que cette internationale ait été présente dans chaque pays en ayant le pouvoir, ou qu'elle ait été groupusculaire, mais ça s'est enflammé du Maghreb au rivage de l'Asie. Le Hamas, ce sont des frères musulmans. Ça a longtemps été simplement la branche palestinienne des frères musulmans d'Égypte. De ce point de vue-là, il est dans une forme d'obligation, comme lorsqu'il décrète 3 jours de deuil national et demande, avec son ami Vladimir Poutine, qu'on arrête le massacre de Gaza. La vérité, c'est que lui-même massacre ailleurs. Erdogan ne cherche que les intérêts de la Turquie et a imposé la Turquie comme en fait une nouvelle puissance médiatrice dans 2 régions, 3, la Méditerranée, le Caucase et l'Asie centrale. Et 4, le Proche-Orient. Donc, avoir un rôle central, celui qu'avait le défunt empire et le défunt calife. Tout comme Atatürk, Erdogan, pour réaffirmer cette grandeur, va jusqu'à menacer ses voisins comme la Grèce ou l'Arménie. Les Européens doivent-ils le considérer comme un danger? Erdogan ne saurait être l'ami de l'Europe lorsqu'il se rend en Allemagne et déclare que l'assimilation des Turcs qui vivent en Allemagne, qui sont très nombreux, c'est une migration importante en Allemagne, que leur assimilation relèverait d'un crime contre l'humanité. Erdogan n'est pas l'ami de l'Europe lorsqu'il retient les migrants tout en rackettant l'Europe. Erdogan n'est pas l'ami de l'Europe. Les Turcs peuvent être les amis de l'Europe. C'est très différent. Une Europe réussie devrait compter avec une Turquie pacifiée qui se serait réouverte à sa diversité culturelle. Mais en attendant ce moment, est-ce que Erdogan est véritablement dangereux? Il est dangereux pour les Turcs, il est parfois dangereux pour lui-même. Lui, membre de l'OTAN, a acheté des armements à la Russie. À peine a-t-il lui fait ça qu'il s'est précipité pour redonner son allégeance à Washington. C'est un lanceur de dés à la tête d'un pays qui est un grand pays, mais
qui n'a pas de ressources énergétiques, qui est miné aujourd'hui économiquement, qui se dévitalise parce que ses élites fuient. Et donc Erdogan joue toujours plus fort, mais à chaque fois qu'il relance les dés, il essaie de rassurer les gens qu'il a agressés la veille. Une politique de vraie amitié pour la Turquie, ce serait une politique qui dénoncerait en quelque sorte ce double jeu permanent.